Salut à tous! Salut! Là où vous voyez tout simplement la lumière qui vient de s'allumer, nous on voit notre intelligence artificielle qui a détecté deux personnes et qui a décidé de s'allumer en conséquence. La différence avec un détecteur de mouvement plus classique, s'il y a un chat et un chien qui passent, ils voient un mouvement et bêtement il va s'allumer. Alors que nous, avec notre système de détection, il y a bien deux humains qui sont dans le champ et donc ce n'est qu'à cette condition seulement que la lumière va s'allumer. Par exemple, la caméra qui est juste là et qui nous filme, elle aurait très bien pu détecter que j'étais au téléphone. Et à ce moment-là, elle aurait très bien pu prévenir Baptiste que j'étais indisponible. Et oui, c'est pas qu'un simple détecteur de mouvement. Vous allez pouvoir gérer des automatisations, des scénarios, beaucoup de choses infiniment plus complexes, connaître votre positionnement par exemple au sein d'une pièce, etc. Mais en tout cas, dans le cadre du simple détecteur de mouvement, il y a quand même 2-3 choses intéressantes. Par exemple, la lumière s'éteint évidemment directement quand on sort de la pièce puisqu'on n'est plus détecté. C'est beaucoup mieux qu'un détecteur classique qui va rester allumé, temporisé pendant 30 secondes à 1 minute. C'est beaucoup plus économique aussi et c'est vachement plus intéressant à mettre en place. Et puis ça va pas nous demander beaucoup d'investissement. Avec un petit peu de récupération, des vieilles caméras, on va pouvoir vraiment créer un système qui marche bien et qui va nous permettre d'éviter par exemple d'installer des interrupteurs dans tout l'atelier pour allumer ou éteindre la lumière. Tu sais que je suis en train de penser à un truc que tout le monde connaît, qui va vous parler, vous, derrière cette caméra. Qui ne connaît pas d'endroit où il y a un détecteur de mouvement, mais s'il reste trop longtemps à lire quelque chose ou sur son téléphone où il va pas bouger, ça s'éteint et t'es obligé de faire « Wow, je suis là, rallume-toi » et là, ça se rallume pour 30 secondes. Bah là, par exemple, avec une caméra, même si vous bougez pas, ça détecte quand même un humain. Donc, avec l'intelligence artificielle, la lumière reste allumée. Caméra qui sera en plus intégrée dans tout notre système de vidéosurveillance. Oh là là, mais c'est incroyable. Oh là 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 là. Allez, bon, on s'y met direct là. C'est quoi le truc? Frigate. Ah oui, bah c'est ça, on y va. La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par... Pandacraft. Non, ça c'est pas Pandacraft, c'est un cosmonaute, Arthus. Non, Pandacraft, c'est le sponsor de la vidéo d'aujourd'hui. Ah, et c'est quoi du coup Pandacraft, le sponsor de la vidéo d'aujourd'hui, Arthus? Eh bah, Pandacraft, c'est la possibilité d'accompagner vos enfants toute l'année avec des guides et des activités manuelles. Ah oui, donc en fait, se dire, ça serait un peu genre si on devait inventer la sponsor idéale des frères Poulain, ça serait une boîte qui fait du DIY et qui propose des kits DIY, et c'est ce que fait Pandacraft en fait. Exactement, alors ce qui est cool, c'est que sur la chaîne, on s'adresse principalement aux adultes, mais là, on va pouvoir s'adresser aux parents et à leurs enfants, que c'est vraiment la possibilité de passer du temps ensemble à faire des activités manuelles. Ouais, c'est super cool, par exemple, il y a en plus 4 niveaux d'abonnement. Il y a Éveil, Camino, Explore et Maker qui sont 4 tranches d'âge que vous allez pouvoir recevoir chaque mois. Et en plus des DIY, par exemple là, bah, on avait un casque de cosmonaute, donc la thématique de l'astronomie. Et bien, en plus de ça, dans chaque kit, il y aura en fonction de l'âge un petit magazine qui traitera de ça, mais adapté vraiment à la tranche à laquelle vous êtes abonné. Et ça, c'est trop stylé. Cette thématique, elle change tous les mois. Ça peut être les insectes ou la mythologie. Et vraiment, nous, ce qu'on a apprécié avec Baptiste, c'est que cette petite documentation-là, elle permet à la fois d'explorer la thématique, mais d'aller un petit peu plus loin. Par exemple, ici, pour Explore, on va avoir comment faire des craies avec de la coquille d'œuf. Et comme c'est un abonnement, et bah tous les mois, vous pouvez recevoir ce kit avec des nouvelles activités à faire. Et puis on voit là, c'est clairement adapté. On a presque le même article. La journée des astronautes pour les 5-8 ans en Explore et une journée dans l'ISS pour les makers 8-12 ans. La façon dont on traite l'article, c'est pas de la même façon. Il y a un tout petit peu plus de texte quand on a 8-12 ans que quand on a 5-8 ans. Bref, moi j'adore. Bon, je pense que vous le voyez, on est conquis, donc n'hésitez pas à aller voir Pandacraft. L'abonnement, il commence à partir de 10 €. Et puis vous avez une offre de réduction de moins 20% pendant un mois. Donc n'hésitez pas à aller voir ça dans la description. À la suite de la vidéo? Oui. J'ai rendez-vous dans la station spatiale internationale, mon pote. C'est parti, mon capitaine. La semaine dernière, ou l'épisode précédent suivant de quand vous regardez cette vidéo, on vous a présenté cette petite box domotique à moins de 30 € disponible sur Amazon. Alors elle est très bien, elle est très fonctionnelle, ça fait plus d'1 an qu'on l'a fait tourner, mais le problème c'est que pour le coup, elle va manquer un petit peu de puissance pour toutes les tâches qu'on va avoir besoin d'effectuer pour notre reconnaissance en intelligence artificielle, c'est-à-dire recevoir le flux des caméras, les encoder, faire de la détection sur l'image et renvoyer toutes ces informations-là à Home Assistant. Donc pour le coup, on va utiliser la Khadas Edge 2, qui est une carte qui est beaucoup plus récente et beaucoup plus puissante. Alors on n'est pas du tout sponsorisé, ça fait même 1 an qu'on a reçu la carte, mais c'est seulement maintenant qu'on va lui trouver un usage. En plus, elle est super pratique parce qu'elle s'alimente en USB, il n'y a pas besoin de carte micro SD, tout est directement intégré dans une mémoire qui est soudée sur la carte, et puis elle a une configuration qui est très pratique. Allez, c'est parti, on installe Linux. Ce qui est ultra pratique avec cette carte, c'est que même si on n'a pas de système dessus, on va pouvoir démarrer sur WOW. Et c'est un système qui va nous permettre à la fois de configurer le Wi-Fi de notre carte pour se connecter à Internet, et donc de mettre à jour la carte, et aussi d'accéder aux dernières distributions pour les installer sur la mémoire interne. Là par exemple, on va pouvoir aller dans Network, et on va pouvoir se connecter au Wi-Fi. Donc là, moi, j'ai suivi les étapes et je suis déjà connecté. Donc on va pouvoir retourner en arrière et aller dans l'installation des OS. Là, ça va charger un petit peu et on va avoir une liste qui va apparaître
Alors ça fait longtemps qu'on connaît Khadas avec Baptiste, mais c'est la première fois qu'on peut mettre un petit peu les mains sur leur écosystème et c'est vraiment intéressant, d'autant plus que pour le coup c'est relativement mis à jour. Je vois par exemple ici une mise à jour de Linux qui date du 25 avril ou même le BIOS de la carte qui date lui du 27 juillet. Et puis donc avec cette liste là, on voit qu'on a Android 12, donc ça c'est ultra pratique pour ceux qui voudraient par exemple utiliser des applications Android pour de l'émulation, etc. Et puis on peut directement aussi installer Linux. Donc là nous ce qu'on va faire, encore une fois vu qu'on n'a pas besoin de bureau, on va choisir une installation serveur de Linux et ça va nous permettre de la télécharger et de l'installer. Donc l'OS a été téléchargé, il a ensuite été installé et ensuite la carte redémarre. Au lieu de redémarrer sur le système OWO, elle va démarrer sur Ubuntu serveur qu'on a installé. Donc là évidemment comme il n'y a pas de bureau, on a juste de la ligne de commande. Je vais pouvoir fermer la capture d'écran puisque maintenant on va pouvoir accéder à notre carte à distance. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je vous ai déjà tout expliqué la semaine dernière avec cette petite box là. Donc on va suivre sensiblement les mêmes étapes, sauf que là on va pas avoir l'utilisateur de configuration qui va nous permettre d'installer Docker et il va falloir qu'on l'installe manuellement. Franchement, c'est super simple, il faut juste qu'on fasse le petit update et le petit upgrade qui va nous permettre de mettre à jour le système, d'installer ensuite avec une simple ligne de commande Docker et après on se rattache au tutoriel de cette carte là qui va nous permettre d'installer Portainer et de gérer les instances Docker directement depuis le navigateur internet. Alors de notre côté, on a choisi de faire de la récup, de réutiliser les caméras de surveillance qu'on avait utilisées dans notre ancien atelier, à savoir des petites Yicam en 1080. Elles sont très bien, elles ont un énorme avantage, c'est qu'elles sont extraordinairement peu chères quand elles sont en promo, mais elles ont un gros inconvénient, c'est qu'elles ne sont pas compatibles, enfin, elles ne renvoient pas ce qu'on appelle un flux RTSP, qui est un flux vidéo qui est généré sur le réseau. En l'occurrence, on a pu le faire parce qu'on les a hackés, on a retiré le système des Yicam dedans et on en a mis un qui est open source, c'est généré par des hackers, mais on vous met tous les liens en description au cas où vous seriez intéressé par ces caméras-là. Ce que je vais vous conseiller en revanche, pour pas vous prendre la tête, il y a maintenant plein d'autres petites caméras qui sont pas forcément de cette marque-là, plein d'autres marques que vous pouvez trouver sur Amazon, sur AliExpress et compagnie, qui elles vont de base envoyer un flux 4K 1080 ou 720 en RTSP sur votre réseau. Et donc à partir de là, sans vous embêter à les hacker, vous pourrez directement les brancher et récupérer ce flux-là dans Frigate. Et c'est d'ailleurs Artus qui va vous montrer comment on le fait dès maintenant. Alors qu'est-ce que c'est Frigate et pourquoi en fait on en a besoin? Frigate c'est un NVR, un Network Video Recorder. C'est un système qui va nous permettre d'agréger tous les flux, en l'occurrence nos caméras I avec l'adresse RTSP et de les afficher correctement dans notre navigateur internet et de les traiter. Les traiter comment? Par de l'enregistrement de vidéo, par de la capture de photos et aussi par de la reconnaissance et de la détection de mouvement. Je sépare bien la détection de mouvement et la reconnaissance de mouvement parce que la détection de mouvement, ça vous le savez, si vous avez suivi les séries Domotique, on peut très bien le faire avec Motion Eye. Mais l'intérêt de Frigate, c'est vraiment d'avoir de la reconnaissance en intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'au sein de sa configuration, on va pouvoir dire qu'on veut faire de la reconnaissance de mouvement grâce à des cartes graphiques Nvidia ou des coprocesseurs de chez Google qui vont nous permettre, avec très peu de consommation énergétique, de faire de la reconnaissance de mouvement et de personnes en temps réel. Le seul défaut, et c'est ce qui me fait un petit peu de peine quand on vous présente ce genre de choses avec Baptiste, c'est qu'il va falloir encore passer par de la configuration textuelle. Même si on a une belle interface maintenant qui est disponible sur le port 5000 de notre box domotique, et il va falloir quand même qu'on rentre manuellement toutes les informations. Ça va pas être simplement du clic. La première des choses à faire, ça va d'abord être de vérifier si on reçoit bien le flux de nos caméras. Comme c'est un flux RTSP, c'est vraiment le flux basique pour transmettre de la vidéo sur un réseau, c'est disponible depuis VLC. Et voilà, ça y est, on a notre flux vidéo dans VLC. Franchement, le RTSP, c'est le flux de base. Vous remarquez même qu'il y a un petit délai parce que la caméra qui est posée juste à côté, on vous l'a dit, elle est vieille. Donc je pense qu'avec tout le traitement en fait de l'information, ça vient occasionner un petit délai qui évidemment va aussi se répercuter sur la lumière. Donc nous, ça nous gêne pas tant que ça. C'est un délai qui est entre 500 millisecondes et 1 seconde. Franchement, c'est largement suffisant pour faire des tests et pour s'amuser avec la détection en intelligence artificielle dans Frigate. Donc nous, pour l'instant, on part sur une configuration hyper simple de Frigate. On va avoir ici, on peut le remarquer, notre caméra qui va être identifiée comme la caméra de l'atelier et on va avoir là notre adresse de flux RTSP. Son rôle, c'est d'effectuer des détections. On va aussi rentrer la résolution de l'image. Donc cette résolution-là, on l'a parce que c'est la résolution du flux RTSP qui était disponible dans les documentations de la caméra. Et on va vouloir effectuer des snapshots. Alors, je vous l'ai dit, c'est un Network Video Recorder. Donc on peut effectuer des enregistrements vidéo et des enregistrements photo. Nous, pour l'instant, on veut juste utiliser Frigate pour faire de l'enregistrement
de capture pour pouvoir ensuite récupérer les valeurs dans Home Assistant et effectuer des actions. Et enfin, on va avoir la liste d'objets qu'on souhaite repérer à l'image. Donc là, en l'occurrence, moi j'ai mis téléphone et personne. Mais en fait, toute cette liste-là, celle qui est intégrée par Frigate, c'est celle qui a été établie auparavant par Google pour leur propre système. En définitive, on va pouvoir récupérer tous les objets dans la documentation officielle de Frigate. Là, encore une fois, vous avez tous les liens dans la description. Donc la liste, si je dis pas de bêtises, elle est disponible ici, dans Object. Et on voit qu'on peut détecter les voitures, les motos, les avions, les bus, les trains, les oiseaux. Bref, on va vraiment pouvoir détecter plein de choses. Je crois même qu'on peut détecter les brosses à dents. On va pouvoir détecter des gens qui sont au téléphone avec une brosse à dents présents dans l'atelier. C'est quand même assez incroyable. Donc maintenant, une fois qu'on a notre configuration là, on va pouvoir l'enregistrer et redémarrer le serveur. Et on va voir si, dans l'onglet caméra, on va bien détecter le flux de notre IA caméra. Et comme on peut le voir, la caméra est correctement détectée. Ça y est, on voit qu'il y a Artus juste là, IA Atelier, donc on est bien dans Frigate avec la caméra. Et donc si on clique dessus, on devrait la voir en mouvement. Ouais, c'est bon, on a Artus qui bouge. Et donc si on se rend dans l'onglet Debug en haut à droite, on devrait pouvoir avoir le taux de fiabilité à partir duquel le système commence à reconnaître ce qu'on lui a demandé. En l'occurrence là, on a Artus qui est reconnu entre 70 et 85%. Et donc s'il prend son téléphone, on peut voir qu'on reconnaît une personne à 84%, avec un téléphone sur la joue à 60% de fiabilité. Voilà, donc là, normalement, dans notre journal d'événements, on doit avoir l'enregistrement de Artus. Voilà, quand il monte son téléphone, on a bien, il y a 13 secondes, une personne avec un téléphone portable. Et d'ailleurs, si on revient un petit peu plus encore en arrière, on devrait avoir l'intro de cette vidéo, quand ça nous a détecté et que ça a allumé les lumières. Je crois même que je me suis vu en train de faire le pitre un peu plus haut. Vous l'avez peut-être eu au montage, mais normalement, il y a ma tête quand j'ai fait les grimaces tout à l'heure. Voilà, c'est plutôt fun. Franchement, la configuration, elle n'est pas très compliquée. Nous, évidemment, comme on l'a déjà intégré dans notre installation de domotique avec notre NAS, etc., on a quelques paramètres supplémentaires. Par exemple, vous pouvez remarquer que dans les détecteurs, on n'a pas choisi de faire une détection avec des modèles qui tournent sur le CPU, mais sur la fameuse petite clé USB que Google a développée et qui permet de décharger toute la reconnaissance sur ce petit processeur qui est vraiment un super ratio efficacité énergétique, performance de reconnaissance. Et puis évidemment, comme on veut communiquer avec Home Assistant, il a fallu qu'on configure le MQTT. Le problème, c'est que vraiment, ça demande plein de petits détails et on peut pas s'attarder comme ça sur la vidéo pour vous montrer comment faire parce que je pense vraiment qu'on perdrait 90% de l'audience. Alors si ça vous intéresse d'en savoir plus et si vous montrez de l'intérêt, n'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un commentaire et de mettre le pouce en l'air. C'est vraiment ce qui soutient la chaîne, nous rassure sur la possibilité de vous présenter des technologies qui comme ça de prime abord ont l'air ultra complexes mais qui sont ultra cool. Donc maintenant, on se retrouve dans Home Assistant puisqu'on a les deux qui communiquent et on va pouvoir voir que on a actuellement toutes les informations qu'on a demandées dans Frigate, dans Home Assistant. On va par exemple pouvoir accéder au flux vidéo. C'est pas très pratique parce que franchement, je trouve que ça rame encore plus que dans Frigate qui lui rame encore plus que le flux RTSP. Et puis surtout, on va récupérer des capteurs. Donc on va avoir un capteur pour le téléphone. Donc il va détecter le téléphone. Hop là, un objet détecté. Et puis évidemment, moi comme je me situe en plein milieu de la scène, il détecte une personne. Donc comme on a ces capteurs là, on va pouvoir créer des automatisations. Moi ce qui m'intéresse, ça va être de créer une automatisation avec le téléphone. Donc on va ici dans l'onglet automatisation plus. Et donc on va voir que on peut choisir si cell phone occupancy est devenu occupé. Bon, la traduction est pas folle, mais c'est pas très grave. On clique dessus. Et là, on va pouvoir donc ajouter une action. Donc l'action, ça va être d'éteindre le plafonnier. Donc appareil. Panel droit, c'est celui-là. On va faire basculer. Comme ça, quand le téléphone apparaît, ça met sur on si c'était sur off et ça met sur off si c'était sur on. Donc on enregistre l'automatisation. Donc là, évidemment, comme il ne voit pas le téléphone, on est à 0. Je vais mettre le téléphone face à la caméra. Et il a éteint la lumière. Donc là, je fais « Oh, salut, salut !» Je pose le téléphone. Ça détecte plus le téléphone. Je le reprends. Et ça allume la lumière. Donc franchement, ça marche trop bien, je suis trop content. Donc évidemment, on va pouvoir utiliser toute cette intégration-là pour faire des trucs hyper cool à l'avenir dans l'atelier.
Et voilà, vous le voyez, ça fonctionne à la perfection. On a les lumières qui s'allument et qui s'éteignent. On se croirait dans un film, on se croirait dans la Batcave. C'est trop stylé. Je pense à toutes les personnes qui sont derrière cette caméra, derrière cette vidéo, et vous devez probablement avoir des caméras de surveillance que vous avez achetées un jour, je sais pas, en enseigne ou sur internet. Et vous avez donc déjà le matériel pour pouvoir faire ça, juste en mettant Frigate sur une petite box type Khadas. Du moment que vous avez le fameux flux RTSP. Nous, je pense sincèrement qu'on est dans les pires conditions. On a quelques faux positifs ou plutôt quelques faux négatifs en réalité, parce qu'on a un flux de caméra qui n'est même pas de qualité HD ready, qui a un délai de plus d'1 seconde et qui, franchement, faut se le dire, date d'il y a quand même quelques années. Donc on a plus des blocs de pixels qu'une jolie résolution. Oui, mais ça marche à 80% de fiabilité, c'est ça qui est fou. C'est flippant et c'est fou. On pense vraiment qu'on va pouvoir faire des choses hyper intéressantes dans cet atelier avec, par exemple, je pense à des pièces secrètes ou des choses magiques qui pourraient se produire en fonction de certaines actions. Ah bah tu pourrais typiquement dire, si tu te situes sous le néon là, que tu as ton téléphone sur l'oreille et qu'en même temps il y a la plante qui est là, qui est dans la pièce et qui est à tel endroit de la pièce, plus le fait que tu aies une sucette en bouche et que quelqu'un est en train sur l'ordinateur d'ouvrir un navigateur internet, froum, ça déclenche une action. La Batcave, d'accord? Ouais. Bref, tout ce qu'on vous dit là, c'est quand même des utilisations assez poussées, mais en réalité, Frigate, c'est un petit peu comme Ocean Eye. Ça permet aussi, tout simplement, de pouvoir gérer ses caméras de vidéosurveillance chez soi de manière locale, sans passer par Amazon, Google ou Xiaomi. Et oui, c'est ça, c'est très important, c'est ce que j'allais dire, c'est qu'il ne faut pas oublier que ce que vous utilisez là, même si c'est des technologies qui sont développées parfois par les GAFAM, vous les gardez quand même en local et vous entraînez uniquement vos données en local. Et puis, je sais pas si vous vous en souvenez, mais quand on avait installé Motion Eye avec les fameux ESP32 cam, les caméras qui permettent de faire du 720p à moins de 5 €, eh bien on utilisait le flux RTSP. Donc en fait toutes les installations ESP32 cam sont convertibles avec Frigate et ensuite on peut utiliser la puissance de Frigate pour faire de la reconnaissance d'objets, de personnes, d'animaux, etc. Ça c'est fou. Je veux dire, typiquement tu pourrais t'en servir. Est-ce que ça fait de la reconnaissance faciale? Oui aussi. On peut faire de la reconnaissance faciale puisque Frigate reconnaît les personnes. On peut envoyer le carré de reconnaissance à une IA de reconnaissance faciale qui renvoie ensuite les informations à Home Assistant. Merci à Khadas de nous avoir prêté ce matériel qui nous a permis de faire ça, c'est super. Est-ce qu'on a dit que dans la cuisine, c'était pas une caméra, mais un détecteur millimétrique à ondes qui permet de détecter les personnes dans l'espace sans un capteur photo? On l'a pas dit. On l'a pas dit. Pour un prochain épisode, dites-le nous en commentaire si vous voulez qu'on fasse aussi sur cette technologie-là, qui est, je vous le dis, encore plus folle et encore plus réactive. Permet de détecter derrière les murs. Mais arrête! N'oubliez pas d'être tous bienveillants les uns envers les autres, les amis, on vous embrasse. À la prochaine, ciao. Bisous. Bisous. Je suis en humeur bisous. Voilà. À la prochaine, ciao. C'est nul ça. C'est ridicule. Oh.